Je commence. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Demélie Marianne, conseillère production végétale à la Chambre d'agriculture de la Somme. Et donc, j'anime aujourd'hui ce webinaire avec Sophie sur les essais protéines qui ont été mis en place ces dernières années. Donc, pour commencer, moi, je vais vous présenter les essais pois et févrole. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de référence de l'année dernière. Les essais variétés pois datent de 2018 et ce févrole date de 2017. Et je vous présenterai ensuite les essais qu'on a mis en place donc avec la Chambre de la Somme cette année en pois d'hiver. Donc on commence par un essai pois, donc un essai variété pois de printemps. Donc c'était une implantation c'était une récolte 2018. Donc c'est un essai qui avait été mis à Bellois-sur-Somme, donc sur le plateau Picard Nord. Un essai implanté le 23 mars, donc à 100 grains par mètre carré. Une dizaine de variétés de pois de printemps ont été testées. Il y a le Spot, Cassiopée, Trendy, Bagou, Altarus, Safran, Carpath, Mythique, Cayenne et Astronaute. Et donc pour l'itinéraire technique assez simple, ça a été labouré, semé, ensuite ça a été désherbé en pré. Il y a eu 2 fongicides qui ont été faits et 3 insecticides réalisés durant la campagne. Donc, plusieurs notations ont été faites sur cet essai variété, notamment la hauteur à floraison. Il y a eu aussi, je vais pas présenter les résultats, mais des notations maladies qui ont été faites, et ensuite le rendement qui a été évalué. Donc, juste revenir en arrière, Sophie, s'il te plaît. Merci. Donc là, c'est juste pour vous présenter les résultats donc de la hauteur à floraison. Donc une donnée qui est assez quand même intéressante en pois, notamment en pois de printemps pour au niveau de la récolte. Donc une des variétés, comme le montre le graphe ci-dessous, qui était parmi les plus hautes, c'était la variété Bagou, donc avec une hauteur à floraison de 125 cm. Et ensuite, elle était suivie par la variété Safran et Mythique, qui ont présenté aussi de bonnes hauteurs à floraison. Donc voilà. Et au niveau du rendement, donc c'était la variété Bagou qui a été ressortie le mieux. Donc après cette année-là, en 2018, il y avait une bonne période de floraison. Par contre, on a eu de fortes chaleurs qui ont été enregistrées en juin et qui ont pu perturber la fertilité des gousses. Donc en moyenne, on avait un rendement assez satisfaisant sur les micro-parcelles, mais c'est vrai que on aurait pu un peu espérer mieux. Et donc du coup, voilà, en tête du classement, on avait la variété Bagou qui était ressortie avec 48,5 quintaux, suivie de la variété Carpath. Donc voilà pour les rendements. Et ça, c'était pour vous. En fait, comme on n'a pas de, c'est vrai qu'on les essais pois, on n'a pas d'essais variétés plus récents que ce que je viens de vous présenter. Donc pour nos conseils tous les jours, c'est vrai moi je me base sur les essais Terre Innovia et les synthèses Terre Innovia. Et donc ça, c'est la synthèse Terre Innovia de pois de printemps de 2020, donc de cette année. Et c'est vrai qu'au niveau des variétés, on n'a pas de nouvelles variétés récentes. On a toujours les références telles que Carpath, Cayenne, qui sont vraiment des références variétés en pois de printemps. On a aussi la variété Safran, qui est une bonne variété, mais qui peut présenter des rendements plus aléatoires. Et donc aussi la variété Bagou qu'on retrouve et qui est assez satisfaisante au niveau des rendements. Et ça, c'est les essais. Donc, on a mis en place cette année des essais pois d'hiver. Donc, il y a deux types d'essais. Il y a un essai fongicide et un essai sur la fertilisation sous frais. Donc, sur l'essai fongicide, en fait, c'est l'année dernière, on a perdu le chlorothalonil, qui était un peu la matière active de base dans les programmes fongi pois, notamment pois d'hiver. Et donc, on a mis en place un essai pour voir comment substituer et comment optimiser la protection fongi sans ce chlorothalonil.
Donc il y a 3 modalités qui vont être testées avec différents produits. Et un deuxième essai qui a été mis en place toujours en poids divers, c'est sur la fertilisation soufrée. Donc en fait, c'est vraiment l'objectif de cet essai, c'est de voir s'il y a un lien entre la fertilisation soufrée et le rendement de la culture. Parce que c'est vrai qu'en poids divers, on a quand même des rendements qui chutent et on veut voir s'il y a un lien ou pas avec la fertilisation soufrée. Parce que le soufre permet quand même la mise en place des nodosités chez les légumineuses, et donc on veut voir s'il y a un lien entre le soufre et les rendements au poids divers. Donc voilà, ça a été mis en place cette année, donc à Bove, sur le plateau Picard Sud. Donc voilà, pour les poids. Et ensuite les essais févroles, encore moins de références que pour les essais poids. Donc là, au niveau des essais févroles, c'est un essai variété qui a été mis à 4 mois, donc implanté en 2017. Donc il y avait différentes variétés qui ont été testées. Durant cet essai, il y avait une petite problématique. Je crois qu'il y avait une problématique au niveau phyto, qui explique les rendements qui étaient assez faibles pour cet essai. Sophie, si tu as des souvenirs sur cet essai, tu peux me compléter. Mais je crois qu'il y a eu un effet phyto qui s'était passé aussi au niveau du comptage de levée. Il y a eu un petit souci qui avait donc empêché une bonne levée des févroles. Oui, exactement. C'était au niveau du désherbage, un pulvé mal lavé et on avait eu une phytotoxicité sur les fibres. C'est ça. Ce qui expliquait donc ouais, les comptages à la levée qui étaient assez faibles et du coup les rendements aussi qui étaient fortement impactés. Donc, mais on n'a pas d'essais on n'a pas d'essais variétés depuis sur ça, et donc c'est pour ça que j'ai aussi remis à la synthèse Terrinovia sur les essais févroles de printemps. Et parce que il n'y a pas de nouveautés, il n'y a pas de nouvelles variétés qui sont sorties. On reste toujours sur des références telles que Fanfare ou Expresso ou Tiffany, qui sont vraiment en févrole de printemps les variétés un peu de référence. Voilà. Voilà pour ma part. Voilà, du coup, Sophie Viruzeski de la Chambre d'agriculture de l'Oise. Je vais maintenant vous présenter les autres espèces de protéagineux qu'on teste à 4 mois et dans d'autres sites. L'idée, c'est des espèces soit nouvelles, soit plus anciennes, mais qui sont encore peu cultivées dans le secteur. Donc c'est pour ça qu'on les met en place chaque année en essai pour voir l'adaptation des variétés dans notre secteur et un peu l'adaptation de l'itinéraire technique sur ces nouvelles protéines végétales. Je vais d'abord, donc les essais que je vais vous présenter, ce sera des essais de 2 sites un peu différents. Donc on aura d'abord un site à Chivy-les-Étouvelles, donc c'est dans l'Aisne. Donc pour les caractéristiques, on est sur un sol vraiment du sable, sur un précédent orge de printemps, et je vous ai mis la pluviométrie parce que le contexte sol et climat va vraiment jouer sur les résultats que je vais vous présenter après. Donc en avril, on avait 26 mm en cumulé en pluviométrie, 16,5 en mai, on est à 41 en juin et rien du tout en juillet et août. Et l'autre site sur lequel on a mis des essais, donc c'est 4 mois, donc là un secteur plein centre de l'Oise, un limon moyen et sur un précédent betterave, mais vous voyez là la pluviométrie, elle a été encore plus limitée au mois de mai et de juin. On a donc 40 mm en cumulé au mois d'avril, on a 15 en mai, 19 en juin, et par contre un peu mieux que dans le secteur de l'Aisne en juillet et en août, on a 9,6 et 9 mm en. Donc la pluviométrie a été cette année quand même limitante pour toutes les cultures protéagineuses, même si beaucoup n'aiment pas l'excès d'eau. On était vraiment dans l'inverse d'un excès d'eau. Donc je vais d'abord vous parler des essais soja. Donc on a mis en place donc sur les 2 sites un essai soja. Dans l'essai à 4 mois, on avait 24 variétés avec différents types. Donc les triple zéro et aussi des double zéro, parce que du coup, on s'est rendu compte que depuis 2015, où on teste le soja dans l'Oise, on avance petit à petit la date de récolte. Donc on s'est dit pourquoi pas aussi regarder sur les variétés double zéro qui sont beaucoup plus productives.
et qui en même temps sont moins précoces que les autres types, mais en tout cas, ça pouvait avoir un intérêt. Et puis on a fait des très très précoces, donc les 4-0 qui commencent à se développer. Dans l'essai de Chivy, on n'avait que 8 variétés. C'était pour l'instant un peu le Chivy, c'est à côté de Laon, à vraiment plein centre de l'Aisne. Pour l'instant, le soja se développe plutôt vraiment au sud de l'Aisne. Donc c'était vraiment plutôt pour un peu voir la faisabilité de la culture dans l'Aisne et puis pour commencer un peu les essais variétés. Au niveau des dates de semis, on était similaires entre Catenois et Chivy, 28 avril et 23 avril pour l'un et l'autre. À Catenois, ce qu'on a pu noter, c'est vraiment des taux de levée qui a été très médiocres. On avait 22% de taux de levée un mois après le semis, avec des levées très très tardives après. On a eu des attaques de pigeons qui ont fortement impacté l'essai et on a dû bâcher une partie de l'essai pour le protéger et pour sauver l'essai. À Chili, par contre, les taux de levée sont satisfaisants. On est à 64%. C'est plutôt pas mal pour un soja, surtout avec le peu de précipitations qu'on a eu cette année. Les résultats en rendement, donc les rendements sont faibles par rapport à ce qu'on pourrait attendre. On est de l'ordre de 15 quintaux pour les meilleures variétés, sinon c'est décevant. On pourrait attendre 20 à 35 quintaux dans l'Oise, c'est ce qu'on fait plutôt habituellement. Quand on regarde la moyenne de 2015 à 2019, on n'a jamais fait en dessous de 20 quintaux et on peut aller jusqu'à 35 quintaux. Donc cette année, c'est vraiment très décevant par rapport à d'habitude. Dans l'essai de Chivy, les rendements sont encore moins satisfaisants. On est en moyenne à 6 quintaux, ce qui est vraiment trop peu pour la culture. Et c'est surtout qu'on est dans un sol très séchant, on est sur du sable et que le soja a besoin d'une réserve hydrique assez importante. Donc on est mieux en limon qu'en sable pour faire le soja. Et cette année, de toute façon, ça a été limite un peu partout. Un critère qui est important pour le soja, et ce qu'on a noté dans l'essai de Catenois, c'est la hauteur de la première gousse, parce que le soja a les gousses qui commencent très très bas, et donc il y a des pertes énormes au moment de la récolte, parce que du coup on n'arrive pas à baisser la coupe de la batteuse aussi bas que ça. Donc une variété qui est à noter, c'est quand même, on a des variétés RGT Sigma par exemple, pardon, qui a la première gousse à 7 cm, ce qui commence à être acceptable, ou en tout cas on sait qu'on va pouvoir récolter plus de gousses que certaines d'autres. La variété Oaquerin, c'est un peu la variété de référence, on a 6,7 cm, comme Aurelina, et il y a d'autres variétés qui se tiennent entre 5 et 7 cm. Par contre, des variétés comme Sultana, qui ont la première gousse à 2,3 cm, ça, on sait qu'on perd déjà plusieurs étages de gousse rien qu'à cause de la hauteur de la première gousse. Donc ça, c'est vraiment un critère qui est important de mesurer parce que justement, c'est pour un peu limiter les pertes à la récolte qu'on regarde ce critère. Donc là, c'est les résultats présentés des triple zéros. Là, je vais vous présenter maintenant les autres types de soja qu'on a testés. Et vous voyez que du coup, la variété Arcadia, qui est une variété intermédiaire entre la triple zéro et la double zéro, on arrive là pour le coup à 22 quintaux dans notre essai. Ça commence à être satisfaisant, ça l'est moins, mais en tout cas, avec les pertes à la levée et le contexte climatique cette année, on peut se dire que Arcadia a un potentiel, en tout cas dans notre secteur, intéressant. On a aussi du coup RGT Soprana et Dakotana qui sont des double zéros avec des rendements aussi satisfaisants à 16 quintaux, qui est tout à fait ce qui est intéressant. Donc ça, c'est pour la partie classique. Donc là, c'est le soja qui a été inoculé avec l'inoculum soja. On s'est aussi intéressé à la partie fertilisation. Ah oui, je vous avais remis le graphe avec toutes les variétés. Ça, vous le retrouverez dans la synthèse des essais et dans le recueil qui sortira l'année prochaine, début d'année. Donc pour la partie fertilisation, Terrinovia conseille d'apporter de la fertilisation à floraison lorsqu'il y a un manque de nodosité. Donc les nodosités, elles fonctionnent quand aussi il y a de l'eau. Donc cette année, on a voulu sur 3 variétés qui sont un peu 2 variétés de référence et puis une nouvelle variété, RGT5SAF, en tout cas une plus récente, apporter vraiment, comparer entre le pas de fertilisation et une fertilisation à floraison de 80 unités. Donc l'apport, il a été fait le 6 juillet, à base d'AMO 27, et vous voyez au niveau des rendements, alors c'est pas significativement différent parce qu'on a
peu de points vu qu'il n'y avait que 3 variétés, mais en tout cas, il y a quand même un delta entre le sans apport d'azote et apporter 80 unités à floraison. Donc ça, c'est vraiment pas l'intérêt des protéagineux parce que justement, en fixant l'azote de l'air, du coup, ça permet de ne pas avoir l'apport d'azote qui est nécessaire, mais du coup, on voit quand même que ça apporte un plus. Donc là, c'est plutôt voir un peu le compromis entre ne pas rendre le soja paresseux si il fait pas si on lui apporte trop tôt l'azote il va pas faire de nodosité, il va pomper l'azote du sol. Mais par contre, quand il y a un manque de nodosité, ça peut être intéressant quand même de fertiliser. Donc, voilà, ça c'était pour les essais soja. Je vais vous parler maintenant des essais pois chiches qu'on a réalisés cette année. Donc il y avait 3 types d'essais. Un essai variété, 2 essais sur la fertilisation. Pareil, c'est aussi une façon d'adapter l'itinéraire technique à notre secteur et un essai plus global sur la conduite. Donc juste pour vous parler du pois chiche, donc c'est une plante qui pourrait être intéressante, c'est une légumineuse qui rentre dans le plan protéines. Elle a le risque à l'anthracnose, mais par contre elle n'est pas du tout sensible à la phanomycèse. Donc ça pourrait être un intérêt du pois chiche par rapport à d'autres espèces de protéagineux. Juste pour la fiche un peu descriptive, elle est donc c'est une culture qui aime pas du tout les excès d'eau, donc pas de sol du tout humide. Par contre, elle a un port dressé où c'est intéressant à récolter. Ça va pas du tout s'affaisser comme une lentille ou ce genre de choses. Ça fait un port assez buissonnant qui couvre pas trop mal le sol. Ça convient en sol caillouteux. Et donc, pour la date de semis, c'est à peu près de mars pour une récolte en août. Et le pois chiche a un intérêt aussi au niveau restructuration du sol parce qu'il a une racine pivotante qui peut aller jusqu'à 1,50 m de profondeur. Par contre, le pois chiche dans notre secteur, donc c'est pas une famille, enfin c'est pas une espèce qui est couramment utilisée, donc il n'y a pas la bactérie directement dans le sol pour faire les nodosités, et il n'existe pas d'inoculum spécifique pour le pois chiche. Donc là, les nodosités, elles vont pas se faire toutes seules, ou en tout cas pas de manière autonome, sans inoculation. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi la fertilisation. Donc dans l'essai variétés, donc pareil, on a les 2 sites qui ont testé les variétés, où on a un tronc commun des mêmes variétés entre les deux. La variété Cicérone, c'est un peu le classique, le témoin, c'est la plus ancienne, et puis c'est celle qu'on trouve facilement, donc c'est la variété ancienne de pois chiche qu'on a voulu tester en témoin. Et puis il y a les variétés Elvar, Elixir, Twist qui commencent à se développer, puis après des variétés sous numéro, comme vous pouvez le voir. Donc niveau des levées à 4 mois, pour le coup, on a eu en première date de levée, comme pour le soja, en première date de semis, comme pour le soja, on avait aussi des pois à côté. Ça a été ravagé à cause des dégâts de pigeons. Alors que la deuxième date de semis, qui est pourtant moins adaptée au semis du pois chiche, on a été mieux parce que du coup, elles ont été protégées et il y a eu moins d'impact de dégâts de pigeons. À Chili, ça a été satisfaisant pour le comptage levé. Et vous voyez, au niveau des rendements, on est vraiment intéressant. Donc, la variété Cicérone sort bien dans l'essai de Chivy, où c'est vraiment la variété classique. Et après, la deuxième date de semis, on a des niveaux de rendement similaires pour la date du 17 avril entre les Elixir, Twist, Cicérone et Elvar. Donc les variétés, au final, peu de différence de variétés dans les essais de 4 mois par rapport à Chivy les Étouvelles, où on a plus une hiérarchie des variétés. Donc le pois chiche, c'est une culture sous contrat où dans l'Aisne, ils ont des contrats à 500 € apparemment le pois chiche. Et en charge, dans l'essai de Chivy, on était à 228 € à l'hectare, ce qui vaut 4,5 quintals. Donc ça reste une culture qui est intéressante niveau en rendement net et puis du coup en productivité. Par rapport, donc voilà, là je vous ai mis la comparaison donc en vis-à-vis des variétés du tronc commun entre Chivy et 4 mois. On a la même hiérarchie des variétés, donc c'est les mêmes variétés qui sortent
bien entre les deux. Et vous voyez que pour le coup, il y a juste Twist qui fait mieux d'un côté que de l'autre. Après, ça n'a rien à voir. C'est une variété qui peut-être s'adapte mieux dans le sable que en limon dans notre secteur. Et on ne peut pas conclure, enfin, on ne peut rien conclure sur cette variété juste avec 2 essais. En termes de date de semis, je vous ai remis donc l'impact. Là, pour le coup, c'est pas vraiment l'impact de la date de semis, mais plutôt les pertes à la levée qu'on a eues en première date de semis à cause des dégâts de pigeons. Et pour la partie fertilisation, donc dans l'essai de 4 mois, on avait mis donc l'essai, le variété témoin, donc sans inoculer et sans fertilisation. La partie inoculée, donc pas avec un inoculum spécifique au pois chiche, mais plutôt un inoculum un peu non spécifique, donc il y a une large gamme de bactéries qu'on a voulu tester. Et puis la fertilisation à 80 unités d'azote à floraison. Donc la fertilisation, elle a été réalisée que pour le premier semis. Et vous voyez 0 différence pour le 20 mars et pas de différence non plus pour le 17 avril entre la partie témoin et inoculation. Donc là, pour le coup, l'année prochaine, il faudra qu'on fasse aussi la fertilisation azotée en deuxième date et retravailler peut-être sur plus de variétés la fertilisation azotée. Vu qu'il n'y a pas la présence de la bactérie, peut-être que l'azote, ça pourrait être un plus ou pas. Et puis c'est toujours l'histoire du compromis entre apporter de l'azote ou l'intérêt de la légumineuse de fixer l'azote. Là, pour le coup, c'est donc dans l'essai à Chivy-les-Étouvelles où là aussi la fertilisation a été travaillée, mais un peu différemment. Là, c'est plutôt l'azote qui a été travaillé à différentes dates ou stades dans la culture du pois chiche. Donc, il y a plusieurs dates qui ont été testées, soit au moment du semis en incorporé. Donc là, on a eu des grosses pertes qu'on n'explique pas à la levée. Donc, cette partie-là est un peu à mettre de côté. On n'a pas d'azote du tout. Et puis après, il y a l'azote au prélevé, l'azote à la levée plus 3 semaines ou l'azote à la levée plus 6 semaines et avec 2 doses d'azote, soit 25 et 50 ou soit 50 et 75 pour la date de 6. Et puis le vraiment à floraison. Donc comme c'est conseillé par Terrinovia pour le soja, on a appliqué la même chose au pois chiche. Et vous voyez que pour le coup, aucune différence significative entre toutes les formes d'azote, y compris avec le pas du tout de fertilisation azotée. On a un gradient de rendement entre 19 et 21 quintaux. Voilà, donc là, je vous ai remis en graphe, mais vous voyez 0 différence, hormis la partie incorporée au SMI où on a des pertes à la levée qu'on n'a pas expliquées. Sinon, il n'y avait pas de différence. Et en termes de conduite, pour le coup, donc là, c'est plutôt de savoir les pois chiches, enfin, tous les nouvelles cultures, y compris le soja ou ce que je vais vous présenter après, le lupin, ça peut être classé comme des cultures à bas niveau d'intrants parce qu'elles nécessitent très peu de fongicides, insecticides et normalement pas d'azote en tant que légumineuse. Là, on a voulu tester du coup la partie témoin où c'est vraiment la culture seule, donc non désherbée, non fertilisée et sans fongicide, donc avec pas de protection foliaire. On a une partie avec juste désherbée, donc pour voir un peu la concurrence, le plus de comment le pois chiche au final gère le salissement et en quoi il a besoin d'être désherbé. Le désherbage plus les 50 unités de fertilisation, et puis avec en plus la partie fongicide. Donc vous voyez, il y a une différence significative entre la partie avec fertilisation et sans fertilisation. Par contre, le fongicide n'apporte pas de plus et le désherbage par rapport au témoin seul n'a pas non plus apporté de plus. Donc la gestion du salissement, au final, ça n'a pas apporté un bénéfice pour le pois chiche qui gère très bien en couverture. D'ailleurs, il y a une erreur sur il n'y a pas l'intérêt de la gestion du salissement. Là, il y a une faute dans le diaporama. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des essais lupins. Donc, c'est des lupins blancs qu'on a testés cette année. Donc, pareil, il faut faire la description un peu de la culture. Le lupin n'aime pas les excès d'eau ni les sols calcaires. C'est aussi à éviter dans tous les sols hydromorphes ou les limons froids, les sols limoneux froids et qui sont battants, c'est pas des cultures qui sont adaptées. Ça se sème en février-mars pour une récolte en septembre.
Par contre, c'est bien adapté au sol acide. Ce n'est pas sensible cette fois à l'aphanomycèse non plus. Et par contre, c'est sensible à l'anthracnose et on a aussi des problèmes de trips et de cytone comme sur la févrole. Donc, ça peut être intéressant comme culture, d'une pour la diversification de l'assolement et d'ajouter des protéines, enfin, des protéagineux dans la rotation. En plus, le lupin a des petites racines qu'on appelle protéoïdes qui produisent, enfin qui sécrètent un acide organique qui a la capacité de solubiliser le phosphore. Donc ça peut être intéressant au niveau de la réorganisation du phosphore dans le sol. Donc le lupin, c'est une culture qui n'est pas du tout récente. Nous, à Catenois, on la teste depuis 2014 avec des essais variétés où enfin, on a fait des essais de variétés et des essais itinéraires techniques. Mais c'est une culture pourtant qui est vraiment très intéressante d'un point de vue du rendement et puis de sa morphologie. C'est un bord dressé qui est facile à récolter. On est sur des dates qui sont plus précoces que le soja en termes de récolte. En plus, l'inoculant, pour le coup, on l'a pour le lupin. Donc, il y a l'inoculum qui est spécifique au lupin. C'est une culture qui est très peu développée pour le moment encore dans le secteur, qui commence depuis l'année dernière à être sous contrat. Et je pense que ça peut être vraiment une culture qui est intéressante. Donc cette année, en termes de rendement, donc pareil, ça a été testé dans 2 essais, à Catenois et à Chivy-les-Étouvelles, avec les mêmes variétés, parce qu'au final, il y a très peu de variétés en lupin blanc. On a Amiga et Féodora, qu'on teste depuis 2014, c'est toujours les mêmes variétés. Cette année, les rendements sont vraiment très décevants, avec 5, 6 quintaux et 4 quintaux. C'est vraiment pas du tout les rendements qui sont attendus. J'ai repris les rendements de 2014. Pour Amiga, on avait 46 quintaux, par exemple, et pour Féodora, on avait 47 quintaux. Pareil, en 2016, 33 et 31, c'était la moins bonne année qu'on avait testée. Donc, on est entre 31 et 47 quintaux. Là, les rendements comme cette année, c'est vraiment décevant. Donc, il y a eu des dégâts de pigeons dans la partie Catenois, ça c'est sûr. Aussi bien pour la partie semée en mars qu'en partie semée en avril. L'inoculant, eh ben, du coup, ça fait vraiment un effet sur le Féodora où on a un plus par rapport à l'inoculation. Par contre, c'est des rendements qui sont vraiment trop décevants pour cette année qu'on n'a pas réussi à expliquer. Sûrement le stress vis-à-vis de l'eau. Mais pour le coup, il faudra qu'on reteste les mêmes variétés, je pense, l'année prochaine pour voir un peu comment elles s'adaptent et puis d'avoir un peu plus de références sur l'année. Parce que pour le coup, depuis 2014, on a des rendements qui se tiennent et puis une chute de rendement cette année. Donc à voir si la chute persiste vu les conditions climatiques qui deviennent de plus en plus extrêmes sur la partie, ben, surtout juillet-août, parce il finit son cycle en septembre. Donc juillet-août, c'est là où il est un peu au max de sa capacité de productivité. Donc c'est à voir comment ça va se développer. Donc voilà, là je vous ai remis la partie conduite faisabilité avec les 2 semis, mais bon. Vous retrouverez tous les résultats dans la synthèse. On ne va pas continuer plus que ça. Je vais vous parler maintenant des essais lentilles. Donc pareil, lentilles, pour le coup, à la différence des autres cultures, c'est une culture qui est déjà bien implantée, en tout cas dans l'Oise et puis aussi dans d'autres départements, qui est surtout utilisée en agriculture biologique, où beaucoup d'agriculteurs en font. C'est une culture qui est assez facile, plus facile à en associer parce que du coup, la lentille, au moment de la récolte, elle est couchée au sol et il faut mettre ça vraiment la coupe au ras du sol. Donc, à privilégier dans les sols où il y a très peu de cailloux parce que sinon, ça peut être compliqué. Elle est sensible à la fano. Elle a un cycle, par contre, qui est très, très court, hein, moins de 150 jours de cycle végétatif. Donc, ça peut être intéressant. Elle est sensible à l'excès d'eau, mais ça, on rencontre plus souvent des excès d'eau. Donc, c'est un semis de mars pour une récolte en juillet pour la lentille. Donc là, je vais vous présenter les essais de Chivy-les-Étouvelles, toujours, où là, différents types de lentilles ont été testés. Donc, la lentille fourragère, 2 lentilles vertes et 3 lentilles corail, pour voir un petit peu que valent les différentes lentilles, en sachant que la lentille fourragère, en termes de produits, on est de l'ordre de 150 €
la tonne, alors que les variétés lentilles vertes, on est à 2 fois plus, à 50 euros. Donc, c'est sûr que ça ne va pas se valoir entre une lentille fourragère et une lentille verte. Au niveau des rendements, c'est assez satisfaisant quand même, avec 17 quintaux pour Fantille et puis 16 quintaux pour la variété Anicia. Anicia, c'est vraiment la variété de base qui est le témoin depuis plusieurs années et qu'on retrouve assez couramment. Donc ça, c'était pour la partie variété. Et on a aussi fait un essai du coup sur la conduite, un peu similaire au pois chiche, de voir ce que là on a rajouté l'association, mais l'intérêt du désherbage et l'intérêt d'une protection foliaire. Donc vous voyez, avec la lentille associée, on est vraiment moins bon au niveau du rendement avec 12 quintaux. C'est surtout parce qu'on a diminué la densité de semis de la lentille et l'orge de printemps n'a pas levé. Alors du coup, l'association n'a pas permis de vraiment développer et puis montrer tout son potentiel. Et en plus, on a une perte de rendement sur la lentille. Donc on a le témoin qui fait 14 quintaux. Et puis, mieux quand on est avec un herbicide. Le Prosaro a eu très peu d'effet. Vous voyez, on est plutôt. Mais comme il n'y a pas de différence significative, au final, l'intérêt du désherbage et du Prosaro n'ont pas été démontrés dans cet essai, parce que la lentille, c'est vraiment une espèce qui est très couvante, qui fait vraiment un tapis. Et donc, hormis que vivace, quand ça passe, ça peut être clairement embêtant. Sinon, c'est plutôt une espèce. Ça lève, ça met du temps à vraiment lever et couvrir le sol. Par contre, une fois que le sol est couvert, c'est vraiment un tapis assez dense. Voilà, du coup, on a fait le tour des essais sur protéagineux. Marianne, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, mais parce que juste pour rajouter, quand tu dis que la lentille c'est un effet très courant, c'est pour ça qu'on utilise les cols associés. On met un peu de lentille sur l'effet couverture du sol. Exactement, oui. Mais... Je ne sais pas si vous avez des questions, du coup, parmi l'assistance. Sinon, du coup, merci de... Oui. Non, Régis, donc moi j'aurais bien quelques questions à vous poser. Déjà, merci pour vos présentations. Voilà, ça permet au moins de balayer différentes cultures de protéagineux, de légumineuses, donc c'est plutôt ça intéressant et c'est bien que vous le faites sur votre secteur. Après, j'ai plus de la réflexion par rapport aux essais que vous conduisez, comme nous on pourrait conduire en Normandie. Avec présentation, ou alors ça sera peut-être après dans votre recueil. Je me dis, il y a une partie qu'il faudrait qu'on regarde quand même. On est sur des rendements ou des résultats bruts. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi un intérêt à aller des fois sur des rendements semi-nets en prenant les produits, voir les passages, tout ça, pour regarder au niveau statistique ou si on enlevait les coûts? Parce que quand on regarde des fois entre le témoin et ce qui a été fait en itinéraire, les écarts sont très faibles. Donc je pense que si on remet des coûts, ça va encore atténuer les choses. Donc après, toujours pareil, vu qu'on est sur des cultures, on dit que c'est des cultures qui sont de bas niveau d'intrants. On peut se poser des questions, vraiment, est-ce qu'il faut, peu importe, est-ce qu'il faut faire du fongi ou pas? Le désherbage, ça peut se rediscuter parce qu'à l'échelle d'une rotation, il peut y avoir un intérêt de gérer du désherbage. Par contre, sur tout ce qui est peut-être fongi, insectes ou autre chose, il y a peut-être des choses à regarder plus en profondeur. Alors, vous l'avez peut-être fait, on ne le voit pas là au travers de la présentation, mais c'est peut-être fait derrière. Je me dis aussi qu'il faudrait qu'on puisse avoir au niveau économique, d'avoir des prix. Alors, je n'ai pas les prix en tête, c'est ce qui m'est venu pendant la présentation, en disant dans les différentes cultures de protéagineux, là, peu importe, lentilles, soja, etc., sur le marché, à combien c'est payé et éventuellement quelle marge on peut en attendre. Donc ça peut être aussi intéressant. De ce que vous avez présenté, mais c'est pareil, ça va être des choix parce que sur la partie par rapport plus à Marianne, d'avoir peut-être, quand tu nous as présenté tout ce qui est poids d'hiver, d'avoir peut-être ou soit un graphique météo, ou même peut-être des notations, parce qu'on parle de pression maladie ou pas, mais d'où on part, qu'est-ce qu'on a comme pression? Sur les autres essais, c'est pareil, on parle d'herbicides, mais vous aviez quoi à la base comme pression? Quels sont les adventices, etc.
pour essayer Mhm. de comprendre un petit peu si c'est vraiment nécessaire ou pas, quoi. Voilà, c'est plus des remarques globales qui Mhm. voilà, qui sont venues pendant la présentation. Oui, bah du coup, par rapport au prix, je reviens là-dessus. C'est sûr que bah, pour le coup, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, c'est des cultures sous contrat. Donc ça va dépendre vraiment le pois chiche, le lupin et bah, la lentille aussi. Les prix, ils sont pas évidents à trouver. Par contre, les coûts enfin, les charges brutes du coup sur les différents essais ont été calculés à chaque fois. Je l'avais dit pour le pois chiche, c'est vrai que je l'ai pas, j'ai oublié de le redire pour la lentille par exemple, mais on était aussi de l'ordre de 4 quintaux le coût à l'hectare. Donc c'est sûr que par rapport à un témoin, ben, est-ce que ça se vaut la charge, je vais revenir. L'herbicide plus fongi, si ça vaut 4 quintaux, ben, forcément ça fera moins que le témoin. Donc voilà, la partie désherbage, on la prend aussi en compte dans la partie charge parce qu'on fait vraiment la charge globale sur la, sur la culture. Or, semences et de la semence, ça c'est vrai que ça n'a pas été calculé. Et ça sera toujours intéressant. Et puis la différence entre les contrats, bah, c'est en moyenne, on sait que des moyennes, 550 € par exemple la tonne pour les lentilles vertes, contre 250 pour les lentilles fourragères, mais on peut donner que des moyennes. Donc c'est sûr, ça pourrait être intéressant. Et puis par Ouais, mais rapport au salissement, etc., toutes les notations ont été réalisées. C'est vraiment pour retenir dans la demi-heure et puis pour voir un peu le panel de ce qu'on a en résultat qu'on voulait faire cet échange expé conseillé. non, non, mais merci. Donc, je pensais bien effectivement que derrière, vous aviez les éléments. Donc, voilà, on les retrouvera au travers de la synthèse. Et après, juste à nouveau sur les prix. Alors, même si des fois, on n'a pas comme tu dis, suivant les marchés, etc., ça peut fluctuer. Est-ce qu'on peut aussi se poser les questions, peut-être des fois d'avoir une matrice de gain ou voir les fluctuations, puis voir combien ça pourrait donner, quoi. Parce que on a quand même je pense vous, et puis nous, en plus en Normandie, on a du mal à diversifier. Et Oui. systématiquement, on revient sur le prix, quoi, sur la marge qui est dégagée en nous disant de toute façon, comparé peu importe à un colza ou autre chose, c'est pas rentable, c'est pas intéressant. Alors oui, Oui, peut-être, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être 100 € de l'hectare ou plus, ça je dis des bêtises, mais au final, dans une rotation bien construite, par rapport peut-être à certains intérêts, avantages que ça peut apporter, bah, c'est peut-être pas déconnant, quoi. complètement. Oui. Bah, c'est complètement de C'est toute sûr, hein. façon les questions qu'on a quand on montre ces essais-là où on a pu faire nous les visites à 4 ans où on avait toutes les protéagineux euh, vraiment dans l'essai visitable et c'est à chaque fois la question du débouché, qu'est-ce qu'on en fait derrière et à quel prix ça se vend. C'est la question principale, c'est sûr. Mm. Je pense que c'est peut-être des avantages à voir au niveau de la rotation et pas à l'année culturelle. Mm. Oui. Donc c'est là aussi qu'il faut qu'on fasse l'effort effectivement de mettre en avant ça toujours bien sûr à l'échelle de la rotation, mais ça veut dire que là il faut que nous on s'impose au niveau des calculs économiques ou à un moment ou à un autre on les fasse apparaître Mm. sous forme de matrice pour vraiment mettre en avant parce que quand on regarde que à l'année par rapport voilà comme une année comme ça avec des rendements qui peuvent être faibles liés au contexte météo, Oui, on va dire tout de suite, bah finalement, c'est pas intéressant, on laisse tomber, quoi. Par contre, voilà, la rotation, ça peut être pertinent C'est euh, ça. à regarder, quoi. Et puis c'est vrai que au démarrage, j'avais une autre question parce qu'effectivement, on était par rapport au contexte météo aussi, c'était bien sûr des pois d'hiver, Marianne, hein, c'était pois d'hiver? Non, ce que j'avais présenté, c'était poids de printemps. Poids de printemps. D'accord. Alors après, je me posais des questions. On a vu aussi des fois le contexte. Alors vous le faites peut-être aussi, je sais plus. Il y a peut-être aussi des choses à regarder en protéagineux d'hiver, que ça soit, je sais pas, pois, févrole ou d'autres à regarder. Bon, il y a le lupin aussi en hiver. C'est Est-ce sûr. qu'il y a des choses à regarder de ce côté-là? Je sais pas si vous avez regardé des choses ou pas. mais, C'est pour ça que nous, oui. pardon, on a mis en place cette Non, année là, des essais sur poids d'hiver parce que c'est vrai que ça fait, dans la Somme, en tout cas, ça fait 2 ans que le poids d'hiver s'en sort beaucoup mieux que le poids de printemps parce que il a pas ce gros coup de chaud qu'on a souvent en juin. Il impacte moins le poids d'hiver que le poids de printemps. Donc c'est pour ça qu'on a remis en place là des essais sur les poids d'hiver cette année. mhm. Et du coup, le pois d'hiver, on l'avait travaillé aussi. Ça fait plusieurs années qu'on le retravaille et avec à chaque fois des échecs parce qu'on a des dégâts de pigeons chez nous.
Donc, on avait un essai poids divers cette année, mais qui n'a pas abouti parce que du coup, trop de dégâts et vraiment trop de pertes à la levée. Et on l'a renouvelé cette année avec aussi, on n'a pas refait variété, mais on a plutôt travaillé sur le désherbage poids divers, nous, personnellement. Donc, ça complétera bien les essais du coup de la Somme. Pour ce qui est du lupin et de la févrole, à ma connaissance, n'est pas encore travaillé dans les Hauts-de-France. En tout cas, en févrole d'hiver, nous, on aura un essai. Mais peut-être aussi, je pense. Désolée, ça a coupé de mon côté. Je ne sais pas si c'est passé au niveau de la connexion. Je suis de retour. En févrole, du coup, je voulais juste te dire qu'on a aussi un essai variété en févrole d'hiver cette année, avec aussi le semis de févrole de printemps, mais semis en hiver des févroles de printemps. Ah oui, justement, pour avoir un panel, justement, à cause des fleurs qui coulent aussi, de la févrole et des problématiques qu'on a actuellement. Voilà. Très bien, merci. En tous les cas, voilà, c'était très, très agréable. Merci à vous deux. Bon, merci pour l'échange. Merci à tous. Tu comprends. Bon, merci à tous en tout cas d'être venus et puis vous retrouverez les résultats donc dans les synthèses de nos essais, dans le recueil qui sortira début d'année prochaine. Et comme la vidéo est enregistrée, vous pouvez aussi demander ou la partager avec vos collègues sur ces résultats d'essais. Très bien. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Thank you.